Bonjour tout le monde, merci à tous d'être présents parmi nous. On est très contents de vous proposer ce webinaire avec Carbone. Vous êtes très nombreux, on est un peu impressionnés là, va falloir qu'on dise pas trop de bêtises. Donc merci à tous d'être là. J'imagine que du coup pour certains c'est une première, pour d'autres vous en avez déjà fait, donc je vais reprendre les bases et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça nous permettra de patienter le temps que les derniers se connectent. Alors, sur la droite de votre écran, donc comme vous le voyez, on vous voit, vous nous voyez, vous nous entendez, mais on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Le moyen pour vous de communiquer avec nous, c'est l'onglet « Questions » qui est à votre droite et qui va vous permettre de poser à l'écrit vos questions. Quand vous poserez vos questions, voilà, bonjour Christian, merci, ça fonctionne, bravo. Quand vous posez vos questions, sur la gauche de la question, vous pouvez voter pour la question. Donc, ça évite de poser plusieurs fois la même question. N'hésitez pas, en regardant les questions qui s'affichent, à dire « Oh, ben ça m'intéresse, je vote ». Ça vous assurera que pour les questions pour lesquelles il y a le plus de votes, on réponde de manière certaine. Parce que comme vous êtes nombreux, selon le nombre de questions, il est possible qu'on ne puisse pas répondre à tout. On va faire un webinaire d'1 heure. On va essayer de terminer à 19h30 précise. On espère y arriver. On a beaucoup de choses à vous dire. Mais du coup, on va poser les questions que vous avez au fur et à mesure de la présentation. Et à la fin, prendre des questions qui n'ont pas forcément de lien avec les choses qu'on a abordées. Voilà. Donc, merci à tous d'être présents. Vous êtes super nombreux pour ce projet et ça ne m'étonne pas parce que, évidemment, c'est un projet extrêmement intéressant. Donc, comme vous le savez, on va parler du projet Carbone, qui est un projet de Gigafactory dans le sud de la France pour fabriquer des panneaux photovoltaïques. Alors, pour parler de ce projet, on a tout simplement le président de Carbone, qui est Pierre-Emmanuel Martin. Salut Pierre-Emmanuel. Salut, bonjour à tous. Très heureux de savoir qu'il y a du monde et puis de parler de ce projet. Ouais, merci d'être là. Ça va être passionnant. Et puis, vous avez Eliud aussi qui est avec nous, qui est responsable de l'investissement et de l'innovation chez Enerfip. Vous le connaissez peut-être. Salut Eliud. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci à tout le monde. Donc, pour rappel, les questions se posent sur la droite de votre écran. On ne peut pas ni vous voir ni vous entendre. Donc, n'hésitez pas à faire remonter toutes les choses que vous avez en tête et votez pour les questions qui vous intéressent le plus afin de vous assurer, enfin de ne pas faire de redites parce que sinon, ça va être compliqué pour nous de traiter toutes les questions. Voilà. Donc, on peut peut-être commencer. On va parler à la fois du porteur de projet. Où est-ce que vous investissez quand vous investissez dans ce projet Carbone sur la plateforme? Vous savez que chez Enerfip, vous prenez des obligations dans une société. Donc là, on va vraiment vous parler de qui est le porteur de projet. Et donc, on va vous présenter Pierre-Emmanuel Martin parce qu'il a une grande part dans cette idée-là et dans ce projet-là. Ensuite, on va vous parler de la structure de l'opération, comment ça fonctionnera, et puis des modalités de la collecte et de la fiscalité. Et puis, on finira par les questions-réponses. Voilà. J'espère que tout va bien, que vous nous entendez bien, que tout est clair. Et je pense que on peut commencer. Vous êtes nombreux déjà, donc les autres rattraperont sur le replay. Voilà. Pierre-Emmanuel, je te passe la main. Tu peux te présenter peut-être? Oui, écoutez, merci. Donc, moi, j'ai 58 ans, 2 enfants. Je suis lyonnais et je porte un projet dans la basse vallée du Rhône, à l'embouchure du Rhône à Marseille, sur le grand port maritime, à Fos-sur-Mer. Voilà, moi je suis je suis ingénieur et économiste, puisque je suis ingénieur central Supélec et j'ai aussi un doctorat d'économie, et depuis toujours passionné par les énergies renouvelables. Voilà, je crois que depuis enfant, il y a une grande tradition d'ingénieurs et d'entrepreneurs dans l'énergie. Mon grand-père était plutôt du côté du nucléaire, puisqu'il a participé en tant que directeur des établissements Merlin-Grin à la naissance de Framatome. Mon père était plutôt dans le pétrole, et voilà, moi c'est le solaire. Je baigne dedans depuis très longtemps. Donc moi j'ai commencé évidemment après ma thèse qui traitait évidemment la question de l'électricité, de l'organisation de l'industrie électrique, des énergies renouvelables. J'ai directement sauté le pas et j'ai travaillé à partir des années 96-97 à l'Observatoire des énergies renouvelables.
Fondation Énergie pour le Monde. Donc là, j'ai commencé à concrètement approcher la beauté du solaire photovoltaïque. Donc là, il y avait tout un écosystème. Et j'ai vu que parmi certains des participants, et je les salue, ils étaient là il y a 30 ans. On a poussé à ce que l'avènement de ces nouvelles énergies qui étaient quand même assez confinées aux sites isolés ou j'ai beaucoup travaillé pour des opérations d'électrification rurale décentralisées en Afrique. Et puis le secteur des énergies renouvelables est véritablement né en France à l'aune des années 2000 avec une loi qui a permis de créer de nouveaux acteurs, des producteurs indépendants. Et là, moi, je me suis lancé, j'étais entreprenant et j'ai créé ma première boîte en 2002, Erelis, qui est devenu un opérateur, un développeur assez connu à l'époque, qui a été racheté par le groupe Enel, italien. Donc, je suis devenu le directeur général d'Enel Green Power en France. Et Enel, quand d'ailleurs est parti, a revendu tout à Boralex. Donc, il y a beaucoup de projets de Boralex. Je vois que vous les soutenez et qui se financent aussi. Voilà, il y a un tiers du portefeuille de Boralex aujourd'hui, dont qu'on a trouvé, créé, développé, etc. Et en 2009, donc je quitte le groupe. Il y a eu une crise financière très grave. Et puis on a envie de réinventer. Je retourne dans le solaire là. Et là, c'est le solaire photovoltaïque qui est plutôt en bout de ligne. Donc je dis, moi j'ai la chance d'avoir vécu une révolution. C'est-à-dire qu'en 2009, voire même plus loin, plus tôt, quand on parlait de solaire photovoltaïque, ça coûtait très cher. C'était et on se disait, est-ce qu'un jour ce sera compétitif? Voilà, on imaginait que dans 50 ans, ce serait compétitif. Voilà. En moins de 10 ans, on voit le solaire compétitif qui bouscule tout. Voilà. Et se pose la question de la poursuite. Donc moi, j'ai recréé Terrelac. Donc on est un groupe d'une 100, 120, 130 personnes où on fait des projets. On devient un producteur d'électricité pour notre propre compte, des grandes toitures, des grandes ombrières, des centrales au sol, etc. C'est une dynamique qui marche assez bien. Et là, quand on voit les dynamiques de la transition énergétique, Carbone est né de cette volonté, si vous voulez, moi, la transition énergétique, je suis un acteur, je la promeux, je la défends. Et à un moment donné, l'approfondissement consiste pour moi, en tout cas, l'interrogation, c'est comment reprendre en main notre destin industriel, en tout cas sur cette partie-là, puisque on se retrouve finalement dans un moment où la question de l'approvisionnement des matériaux que l'on place provient uniquement, en tout cas principalement d'une zone où il peut y avoir des questionnements politiques ou en tout cas des questions démocratiques qui, moi, en tout cas, m'animent. Et le mouvement est né de ça, de cette réflexion, sachant que dans les années 90, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, chez Photowatt. C'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, on a voulu le racheter. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré le fondateur d'Ederphip, chez Grinstache. Et cette question-là, voilà, en 2 mots, je la résumerai ainsi. Carbone, c'est ce défi qui consiste à dire, fin des années 90, la France est vraiment le pays, l'industrie du solaire photovoltaïque est véritablement née. C'est l'épicentre mondial du solaire photovoltaïque. Alors certes, c'est un tout petit marché, mais pourquoi la France? On pourra l'expliquer si on pose la question. Mais c'est ici et c'est là-dedans que moi j'ai fait mes classes. Et je le dis, en 98, Photowatt, on n'en reparlera plus après ça, mais Photowatt, c'est quand même dans le classement des producteurs, c'est le 5e. Moi, je me souviens avoir fait des enquêtes et des classements, les premiers baromètres. C'est le 5e producteur en termes de volume, mais c'est le premier en termes d'intégration. C'est-à-dire qu'il maîtrise la totalité de la chaîne de valeur de la fabrication d'un panneau. En 2002, en France, on produit 2 fois plus de panneaux solaires qu'en Chine. Voilà. Et 20 ans plus tard, il n'y a plus rien. Il reste évidemment Voltec, il va rester quelques acteurs assez résilients et qu'on salue, mais finalement on regarde l'Europe et l'Europe a tout délocalisé, tout mis ses œufs dans le même panier, avec des acteurs chinois qui d'ailleurs, qu'on parle de polysilicium, ont repris tout ce qu'on savait faire. Et si on regarde les principaux acteurs chinois, dont certains ont fait leur classe chez Photowatt, c'est-à-dire que certains PDG, ont été ingénieurs ou stagiaires chez Photowatt ou chez Centre Solar ou d'autres sociétés européennes. Ils ont dupliqué le modèle de Photowatt, intégration, mais à l'échelle 10 000. Au lieu de parler de 3-4 mégawatts de production, 10 mégawatts, on va faire 10, 15, 50. Et ça, c'est notre thèse. C'est dire que si à un moment donné, on veut sortir un petit peu de la mainmise du monopole chinois qui pose problème,
Voilà, c'est la dépendance à une seule source peut-être dangereuse. Hein, la Russie nous l'a démontré avec son gaz. Si on veut sortir de cette dépendance, on va pas réinventer, on va faire comme eux. Voilà, on va faire une grosse gigafactory, on va essayer de peser sur les différents maillons de la chaîne. On est intégré parce qu'il y a une explication et un rationnel derrière. Et voilà, donc ça, on a lancé Carbone, on l'a bidé, enfin on l'a présenté et pitché assez vite à l'Europe. On a eu la chance, c'est qu'on a créé Carbone, enfin la chance. Je dis toujours sur le mode de la blague, même si c'est pas toujours très drôle. Vladimir Poutine a été notre meilleur VRP, c'est-à-dire qu'on a lancé Carbone et on l'a présenté à la Commission européenne lors d'un gros événement, pratiquement 3 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc on a eu tout d'un coup, ça poum, c'était dans le cadre de Repower Europe et ça y est, le mouvement était lancé, on a été très soutenu très vite et puis voilà, on en est là, on a lancé le mouvement et on parlera du projet un peu plus loin. Voilà. Après, est-ce que c'est voilà, le sponsor, c'est ma holding, donc mon parcours d'entrepreneur fait que en partant, si vous voulez, de toutes les entreprises hein, que j'ai créées, même des associations, disons qu'il y a une implication, il y a, comme disait Lénine, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc moi, je suis un peu obstiné, donc je fais bien les choses. Et donc, je suis parti, mes premières sociétés, j'avais pas beaucoup de sous. Je viens d'une famille, on va dire, de fonctionnaires, professeurs. Donc voilà, on vient de ce travail-là. Et pour capitaliser, ou en tout cas pour gagner des sous dans un secteur des énergies renouvelables extrêmement très intense en capital, hein, puisqu'on projet solaire ou un projet éolien, c'est du capex, très peu de frais d'exploitation. Au début, on est ingénieur, on travaille pour d'autres, puis petit à petit, on monte ses boîtes d'ingénierie, de développement, puis de développement, on essaie de capitaliser, de garder un peu de sous pour faire notre propre projet, voilà. On le fait avec des investisseurs, on le fait ensuite pour son propre compte, et dans ce parcours de 30 ans, on a eu beaucoup de succès, quelques échecs, enfin, en tout cas des expériences qui nous enseignent comment aller sur les facteurs de succès. Et puis, moi, j'ai une holding qui maîtrise financièrement l'ensemble des activités et qui, globalement, me verse un salaire, mais globalement, essaie de récupérer, de réinvestir en capital primaire dans des initiatives, puisque j'ai aussi, voilà, pour philosophie l'argent doit servir à l'économie, et puis évidemment quelques agréments, mais voilà, comme ça. Et Libre Soleil, donc, est une holding qui a un bilan assez important, des disponibilités, et à sponsoriser Carbone à travers une structure qui sera présentée plus tard, que j'ai appelée TELI, pour Terrelac Investissement. Terrelac, c'est la société de projet que j'ai montée il y a maintenant 15 ans, on va fêter les 15 ans, 16 ans, oula, oui, ça va vite. Et voilà, donc, mais maintenant que ça s'appelle TELI, et qui est la structure d'investissement dans laquelle on fait monter des salariés, puis d'autres partenaires et des gens que je rencontre, voilà, qui sont mes camarades de vadrouille en énergie renouvelable. Voilà. Alors, Pierre-Emmanuel, il y a beaucoup de questions sur la Chine, sur le contexte politique, etc. Donc, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Juste pour dire aux gens, patientez, on les voit, vos questions, et elles sont top, hein, elles sont vraiment très intéressantes. Mais c'est simplement qu'on y viendra juste après. Voilà. Vas-y, pardon. Ouais, ces questions d'ailleurs sont très intéressantes, ouais. Et c'est effectivement pour y répondre hein, que on est là ce soir, mais évidemment ce que nous faisons là avec Carbone et d'autres, parce qu'il n'y a pas que cette initiative en Europe, c'est parce qu'aussi il y a un moment politique. Hein, c'est-à-dire que faire Carbone il y a 10 ans, c'était impossible. Voilà. C'est que le monde a changé, le contexte géopolitique a changé, et l'Europe est passée à un autre niveau. Voilà. Et en tout cas, il y a un mécanisme, en tout cas des mécanismes de protection qui se mettent en place. Et nous, Carbone, on est un petit peu en avance de phase par rapport à ces mécanismes pour présenter au marché les produits qui seront adoptés demain, parce que le marché va vouloir de l'européen, et il y aura des mécanismes de défense demain. Voilà. Donc juste dire que la structure d'investissement intermédiaire qu'on a montée, TELI, donc voilà, aujourd'hui je possède 95% des titres, qui doit être à 13 millions d'euros de capital aujourd'hui, capitaux propres, et qui a investi et qui est support avec la société ECM, qui est une société industrielle grenobloise, familiale, qui fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est très investie dans la supply chain sur
beaucoup d'appareils de four, enfin de four thermique dans l'électronique. Et Laurent Pellissier, le patron de cette boîte, en fait, je l'ai rencontré au moment où il y avait des mouvements Tu m'as perdu. Pourquoi tu parles d'eux? Ils sont où dans le Bon, c'est plus tard que Telly. Telly, il y avait Telly possède 71% des titres de carbone. Donc, j'expliquais qu'il y avait les 30% restants. Il y avait le groupe OCM, qui est un groupe industriel grenoblois, et un grand consultant des énergies renouvelables, Gaëtan Masson, qui nous accompagne depuis le début et qui est une grosse boîte de consulting à Bruxelles et qui influe pas mal sur le. Voilà. Donc, c'est Telly est aujourd'hui le sponsor, le porteur de projet, et il a des partenaires, et on a monté Carbone ensemble, et Telly finance principalement avec le groupe ECM Carbone dans sa phase de développement de projet. Okay. Voilà, donc Carbone, si on peut le pitcher, nous en tout cas, notre ambition, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui l'Europe se protégeant et ayant fixé comme objectif en 2030 que 40% du marché soit sur les dynamiques actuelles entre 80 et 100 gigawatts en totalité, donc 40% entre 30 et 40 gigawatts, demain installés en Europe en 2030, devront venir d'usines européennes. Ça, c'est l'objectif global. Donc, dans ce cadre-là, nous, on a décidé, ou en tout cas, on affirme notre ambition, c'est qu'on veut, sur ce marché-là, devenir le leader européen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne va pas se cantonner sur des petits volumes, mais on va tout de suite aller faire des gros volumes, chercher l'intégration, chercher une masse critique qui nous permet d'être compétitifs pour pouvoir proposer aussi à terme, en tout cas à la France et puis à l'Europe, d'avoir un acteur qui, voilà, peut-être que ça sera dans 10 ans, mais en tout cas c'est notre plan, c'est en termes de volume, faire quelque chose qui soit significatif à l'échelle du marché. Hein, le marché, je ne sais pas si vous en avez à peu près les métriques, mais aujourd'hui on a installé en 2024 à peu près 450 gigawatts dans le monde, hein, 65 en Europe. Le principal marché, c'est aujourd'hui la Chine, ce qui explique aussi la domination chinoise, c'est qu'ils ont un marché domestique. Voilà. Et donc là-dessus, nous, c'est 40 gigawatts, c'est là-dessus que Carbone va agir. Donc ça veut dire que sur ce marché-là, et on répond déjà à une question, non, on ne sera pas compétitif par rapport aux Chinois sur ce marché-là, il sera simplement protégé et réservé. Donc on aura, nous, notre production qui ira sur ce marché. Voilà. Après, et Guillaume qui demande du coup sur ce sujet, c'est quoi les mécanismes de protection dont alors, il y aura deux. Alors il y aura plusieurs mécanismes de protection. On va dire en gros, pour aller vite, il y a un mécanisme dit d'exclusion ou de résilience, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, sur certains segments, ben, on interdit d'avoir du matériel chinois ou asiatique ou pas fabriqué en Europe. Donc là, aujourd'hui, c'est encore des débats, mais globalement, la France, par exemple, dans le cadre de la refonte du S21, pour ceux qui connaissent, mais en gros, la réglementation pour les toitures jusqu'à 500 kW, donc du particulier jusqu'au grand hangar agricole, on va dire ça, comme ça, voilà, a décidé que sur un segment qui serait du 100 kg au 500 kg, c'est-à-dire typiquement d'une toiture globalement de 500 mètres carrés jusqu'à une toiture qui irait à 2500 mètres carrés, donc on voit à peu près les objets. Demain, à partir du 1er juillet 2026, on doit installer des panneaux qui proviennent d'Europe. Enfin, c'est pas écrit totalement comme ça parce que c'est pas conforme. Voilà, il y a encore des choses à changer au niveau de l'OMC, mais globalement, l'esprit, c'est ça. D'accord? Donc, d'abord, c'est d'abord ça. Ensuite, ils approfondissent et ils disent, et à partir du 1er janvier 2028, donc un an et demi plus tard, c'est les modules et les cellules. 1,5 gigawatts de marché qui va être réservé. Donc, on exclut. Après, on bonifie, c'est-à-dire qu'on considère que le panneau chinois, qui est de très bonne qualité, hein, d'abord, nous, on a déjà comme ambition d'atteindre leur niveau de qualité. Ne pas oublier que c'est quand même eux qui font nos portables, nos écrans télé, nos ordinateurs, et que, bon, on est dans le panneau solaire reste quand même une industrie très liée à l'électronique. Là-dessus, il y a un différentiel de prix. Donc, comment on absorbe ce différentiel de prix? En donnant des primes, des bonus. C'est-à-dire qu'en gros, on va réserver la réglementation ou dire, par exemple, le taux de TVA réduit sur tel et tel projet ou
ce bonus, enfin, cette subvention à l'investissement, où ce tarif d'achat sera bonifié. C'est-à-dire, par exemple, vous avez demain un projet, ou en tout cas des appels d'offres, il sera dit que si vous utilisez du français, ou on ne dira pas ça comme ça, mais quand même le gouvernement français aura l'intention de plutôt soutenir la production française que d'autres pays européens, enfin c'est le jeu, vous aurez un bonus de 10 € du mégawattheure. D'ailleurs, ce bonus existe pour le financement participatif. Enfin, on a eu ça sur les trois. C'est exactement ces mécanismes. Donc, à la fois une exclusion et à la fois des aides spécifiques au contenu local. D'accord? Donc ça, évidemment, ça se met pas du jour au lendemain, sachant que, je le rappelle toujours, l'Europe n'est pas une fédération, c'est pas un gouvernement centralisé, c'est une association de pays qui ont un objectif commun. Là, en l'occurrence, c'est 40%, enfin, c'est 40 gigawatts. Et la seule chose que l'Europe a fait, c'est elle pose des lois pour dire comment on y arrive. Ben, on va vous détendre les obligations, on va vous laisser, vous, pays, individuellement, voilà, faire vos petites politiques de manière à ce que collectivement on arrive à ça. Et je rappelle toujours que c'est comme ça que les énergies renouvelables sont nées en Europe. Jamais l'Europe au démarrage, en 2000, on a participé, quand j'étais observateur des énergies renouvelables, à toutes ces discussions, jamais l'Europe n'a dit il faut tant d'énergie renouvelable en France, tant d'énergie en Pologne, etc. Elle a dit on a un objectif 23% en 2010, à vous de faire le jeu. Et puis petit à petit, on resserre. Ce qui fait qu'un jour, ceux qui dragging foot, ceux qui traînent les pieds, ils se retrouvent avec des amendes, comme la France. Voilà. Là, on a la chance, en matière d'industrie, la France est en avance de phase, et elle est déjà un des pays en avance qui a mis en place, a transposé dans son droit les règles générales que l'Europe a votées en mai 2024 à travers ce qu'on appelle le NZIA, le Net Zero Industry Act, qui dit aux pays, faites vos jeux, vous avez le droit de détendre des aides d'État, vous avez le droit de faire ci, faire ça, voilà. Voilà. Choisissez dans la boîte à outils qu'on vous propose ce que vous voulez. Voilà. Collectivement, il faut qu'on soit au rendez-vous du marché en 2030. Ça a été réaffirmé dans le Clean Industrial Deal. Donc, voilà, nous, on est sur ce marché. Donc, nous, on veut être leader. On a un projet, donc, mais aussi, il a fallu avoir une équipe. C'est-à-dire que nous sommes partis, en tout cas avec Laurence et la réflexion qu'on a eue, dès le départ, c'est dire suivre les traces des Chinois, c'est-à-dire faire une grosse usine intégrée, technologie, on ne va pas inventer des sauts périlleux technologiques, on prend le mainstream en imaginant ce qu'est le mainstream quand même en 2027-2028, avec une supply chain qui est bien éprouvée, voilà, qui sera, on essaiera de l'européaniser ou de la franciser. Donc supply chain, c'est les machines, outils qu'il faut, etc. pour faire tous les processus. Et puis sur ce sujet, il y a François Xavier aussi qui parlait des matières premières, des composants. Peut-être qu'on y viendra après, mais on y viendra après, mais donc là, ça c'est en gros les composants qui déjà là, ce qui est important, c'est que les composants d'où qu'ils viennent, pour être compétitifs, il faut pouvoir acheter en masse. Donc nous, c'est un des points principaux, c'est faire la gigafactory. On est les premiers à dire il faut 5 gigawatts comme unité de compte en Europe. Sachant qu'après on pourra répondre aux questions pour ceux qui se posent c'est quoi vos concurrents en Europe, puisque vous allez taper sur un marché européen où là il n'y aura pas tellement de barrières entre, voilà, mais ça on peut y répondre. Mais il y a un point qui est très très important, c'est que nous on a voulu tout de suite une équipe, c'est-à-dire qu'il y avait deux façons de faire, mais globalement c'est prendre des gens qui ont travaillé dans l'industrie du solaire en Europe. Bon, elle a été saccagée cette industrie, donc il n'y en a plus beaucoup. Enfin ceux qui restent se tapent des tôles tous les jours face aux Chinois. Donc, parfois, ils ont plus de cours. Enfin, voilà. Moi, je dis, on prend des gens qui viennent de l'industrie et qui savent fabriquer des choses dans des exigences de qualité et de compétitivité très fortes. Donc, le premier, ça a été Nicolas Chandelier, qui était directeur général et qui a été ex-vice-président monde et directeur général chez Becton Dickinson. Donc, Becton Dickinson, c'est la plus grande fabricant de matériels médicaux et notamment de seringues pré-remplies. Vous voyez toutes les petites seringues qu'on peut avoir, qui étaient Covid ou diabète, tout ça. Bon, donc c'est du verre pré-rempli, donc ça veut dire avec des médicaments dedans, injectés. Donc vous voyez à peu près le process qualité. C'est des dizaines de millions de seringues qui sont fabriquées chaque jour dans des usines. Lui s'occupait de 8 ou 9 usines dans le monde. De plusieurs milliers de collaborateurs. Voilà, voilà. Donc, nous, on veut des gens comme ça qui ont l'habitude. Après, voilà, on a Wouter Rogue qui a dirigé les usines de SunPower Maxeon, cellules et modules en Malaisie, mais on a pris des gens qui, dans leur métier,
peuvent nous apporter quelque chose qui va à voir avec l'industrie, avec le big, avec les grosses usines, voilà, plutôt que de partir de petit. Voilà. Donc ça a été notre choix d'une équipe qui connaît la fin de l'aventure. En gros, on va plutôt parler en milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein, donc si vous prenez on est passé par là, hein, nos PME, nos petites entreprises, TPE, etc. Voyez, quand on a des grosses masses comme ça, vous voyez le compliance, les transferts d'argent, les trucs, enfin les règles pour acheter. Hein, on va pas acheter des paires de ciseaux, on va par exemple acheter des équipements pour plusieurs dizaines de millions d'euros, on va faire des bâtiments pour plusieurs centaines de millions d'euros. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient habitués à ces masses-là. Donc ça a été un choix très important. Et à partir de là, notre choix principal, en tout cas différenciant par rapport aux autres, donc si on peut passer, je pense, au slide suivant. Ah, pardon, c'est peut-être à moi de le faire, j'ai oublié. Voilà. C'est que globalement, nous, on a suivi 4 principes absolument pour nous majeurs pour y arriver. Bon, d'abord, on reste humble et adaptable, hein, parce que je veux dire, c'est sur un projet qui doit être aussi soutenu politiquement par l'Europe, par la France. Sur 5 ans, vous voyez à peu près, il faut. Voilà, ça a tendance à bouger. Trump ne fasse ce coup-là aussi, ni la dissolution. Donc il faut, voilà. Mais globalement, on suit 4 principes très, très, très forts qui, a priori, vont assurer, en tout cas, nous permettent, nous donnent les moyens de notre ambition d'être vraiment le leader. Donc massification. Donc ça, on ne peut pas, si on veut compter donc sur acheter du verre, acheter de l'aluminium, acheter du polysilicium à bon prix, il faut du volume. Si on a une petite usine, on a des gros prix. Et donc, on a des difficultés à être compétitifs. La massification nous permet la compétitivité. Sachant qu'aujourd'hui, on a la chance d'arriver dans un cycle au niveau des équipementiers chinois où il y a une telle surcapacité en Chine, on pourra y revenir, donc les prix se sont écroulés. Donc les prix qu'on connaît aujourd'hui ne sont pas des prix de marché. Comme dit Patrick Pouyanné, le prix n'est pas forcément le coût. Aujourd'hui, on considère, et tous les Chinois sont en train de boire le bouillon, donc ils ont des comptes tous dans le rouge, vous n'avez qu'à aller voir, il y en a beaucoup qui sont cotés en bourse. Donc là, nous, on profite aujourd'hui d'une situation où il y a beaucoup d'équipementiers avec des renouvellements de gamme qui fait qu'on va pouvoir tout automatiser et digitaliser, qui fait tout de suite, nous on a une usine, bon, voilà, modulo le paiement du capital investi nous permet de sortir des produits très compétitifs. Vertical, c'est-à-dire qu'on a, donc vous voyez les étapes là qui sont là-dessus, donc nous on part du polysilicium, le petit truc blanc qui est, voilà, si on l'achète, on va tirer, cristalliser des lingots, on appelle des lingots, on va ensuite scier en briques. Donc un lingot, ça fait 5 mètres de long, 30 cm de diamètre. Briques, 80 cm de haut, 20 cm par 20 cm de côté, qu'on va scier, 140 micromètres, scie à fil diamant, en wafer, qu'on va doper, transformer en cellules, métalliser pour récupérer les électrons, qu'on va encapsuler dans les modules. Donc ces 5 étapes-là, on veut les maîtriser. D'accord ? Là-dessus, ça nous assure une souveraineté. Sachant que la Chine, aujourd'hui, si on a des modules, on va dire qu'en Europe, on fabrique un peu de modules, on va dire que la Chine, le monde asiatique fabrique à peu près 75% des modules. On remonte dans la chaîne, c'est 85% des cellules, 99% des wafers, 99% des lingots et absorbe 100% du polysilicium solaire. Oui. Donc, 99% des lingots sont fabriqués en Chine. Exactement. Et donc là, vous voulez sortir ça et le faire. Si vous voulez, vous pouvez maîtriser le beurre et la confiture. Hein. Si vous n'avez pas de pain, vous avez faim à la fin. Hein. Donc, c'est un peu ça notre truc. C'est si on veut être souverain et faire l'effort de reconquérir cette souveraineté-là, il n'y a que ça qui justifie l'effort que l'Europe se paye des actifs de production. Il y a aussi d'autres choses. Nous venons du Dauphiné, de Valais, où il y avait beaucoup de petites usines qui ont toutes fermé les unes après les autres. On sait ce que la désespérance industrielle peut créer dans nos territoires. Hein. Donc, mais au-delà de ça, si on veut être souverain demain, il faut analyser où sont les faiblesses structurelles du marché et où est-ce qu'on va. Innovation. Donc, nous, on a au-delà de Fos, où nous avons 45 hectares et nous avons, on le verra, tous les permis, toutes les autorisations pour construire cette usine. Nous avons 15 hectares à Istres, à côté, pour faire un ancien laboratoire d'Areva, usine sublime, un vieux truc qu'on va tout rénover, voilà, mais dans lequel, nous, l'innovation est absolument nécessaire. Un investissement dans l'innovation est absolument nécessaire. Voilà, c'est Carbon Lab. On a un super site. Et là-dessus, on va investir à peu près 3 à 4% du chiffre d'affaires, 3 à 5% du chiffre d'affaires chaque année.
Sachant que si on a 5 gigawatts de modules, on dit demain 25 centimes, je vous donne un prix, hein, c'est pas du tout, je n'ai aucune idée, mais si globalement on considère que le vrai prix chinois c'est plutôt 15 à 17 centimes, et non pas 10 comme aujourd'hui, 25 parce que nous, il va falloir payer l'actif, hein, qui est l'usine, hein, il faut la payer. Voilà. Il y a des gens qui nous prêtent de l'argent, il faut les rembourser rien que pour l'usine. Nous considérons, voilà, nous sommes sur des chiffres d'affaires à peu près d'1,2 milliard, d'1,4 milliard. Donc vous faites 5%. Vous voyez à peu près la quantité d'argent qu'on va mettre en R&D chaque année, sachant que le CEA, qui est un des gros acteurs de la R&D en Europe dans le solaire, c'est à peu près 15 millions d'euros de budget. Hein. Donc voilà, les Chinois sont sur l'innovation permanente. Et pas nécessairement pour inventer les super produits différenciants, etc. C'est l'innovation en incrémental, voilà. Donc c'est améliorer, voilà, passer de 99,9% de qualité à 99,9999. C'est revoir des process, des plannings de production, etc., etc. Donc là-dessus, on a un énorme travail de retard, puisqu'on est très très fort en R&D un peu fondamental, on va dire, en tout cas sur la recherche sur la cellule, mais tout ce qui est autour, on est vraiment un petit peu à nu, et c'est là-dessus. Voilà. Et entre les deux, donc vous voyez, GF1, c'est Gigafactory première. Donc là, dans la timeline, on a soumis nos permis. Donc on est arrivé à Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer sur le grand port maritime de Marseille, zone industrielle ou portuaire absolument superbe. Attends, il y a 2 questions sur Fos-sur-Mer. Donc comme tu en parles, juste très rapidement, il y a une question sur les risques de submersion du réchauffement climatique, puisque c'est à côté de la mer Méditerranée et que ça monte. Et il y a une question aussi sur l'électrification de la Camargue. Donc effectivement, jusqu'à aujourd'hui, globalement, la cote NGF, pour éviter le risque de submersion sur ces darses-là, c'était 1,70 m. Voilà, donc nous, elles ont été anticipées pour 2050 à 2,40. Donc on nous demande de mettre à niveau tout le site. Donc on va avoir un gros travail de financement pour porter à 2,50. Voilà. Bon, ça c'est pour le point. Le deuxième point, c'est l'électricité. Effectivement, on est fortement consommateur. Alors, une puissance tirée de 240 mégas, 1,4 TWh, hein, sachant que le plus gros consommateur en France, c'est la SNCF avec 6 TWh. Donc, on vient tout de suite gratter dans des hauts niveaux. Bon, nous, on est projet d'intérêt national majeur par arrêté ministériel, par décret, ou arrêté, non, par décret. Décret ministériel juillet 2024. Et à ce titre, parce qu'aussi, on a travaillé avec le RTE dans les bonnes procédures, les bons timings, etc., on vient d'être priorisé par le préfet. Donc, le projet bénéficie d'une poche de 600 mégawatts encore disponible sur zone pour être électrifié en totalité à partir de 2027. Donc, on n'a pas de problème par rapport à la question de l'électrification de la zone, dont on sait que c'est un vrai sujet, puisque sur la zone de Fos-sur-Mer, il y a à peu près 5 gigawatts de besoins en puissance pour décarboner l'ensemble de cette industrie, qui est quand même une vieille industrie métallurgique, chimique, et tous les process, les faire passer, notamment à travers l'hydrogène, le DRI, enfin Gravity qui vient d'avoir, qui est notre voisin d'ailleurs, qui vient d'avoir son financement aujourd'hui, enfin en tout cas l'a annoncé. Tous ces process nécessitent beaucoup d'énergie. 5 gigawatts de puissance appelée. Là, je vous ai dit, il y a 600 mégawatts disponibles non flexibles et 600 mégawatts flexibles. Le RTE va devoir faire une ligne. Voilà. Et c'est le sujet, c'est la ligne qui va traverser une partie de la Camargue. Voilà. Donc c'est la ligne de Arles à Fos. Fos, qui traverse la Crau. Qui est à Fos. Voilà. Donc nous, on n'est pas impacté là-dessus. Voilà. Et on a le permis de construire. Donc donc ça, c'est à souligner. On est arrivé en mars 2023 sur la zone. On l'a identifié. On a travaillé sur plein de zones en France, portuaires, sites emblématiques, etc. Donc on a fait une quinzaine de sites, quelques régions. On a même été annoncé dans ses voeux par le président de région de Nouvelle-Aquitaine, Rousset, alors qu'on n'avait pas encore choisi. Voilà, janvier 2023, et je crois que certains de ces fonctionnaires se sont bien fait tirer les oreilles. Mais donc on est arrivé là-bas pour plein de raisons. Trop long à expliquer ici, mais on va dire que c'est un site d'exception. Mais surtout, pour nous, qui nous intéressait, c'est 500 000 tonnes entrée-sortie de matériel. Donc, vous voyez à peu près avoir un site dans la Pampa, même si vous êtes au bord d'une autoroute, si vous voulez décarboner, bon, le camion, c'est bien.
on soutient, encore faut-il qu'il soit décarboné demain. Nous, on va travailler par bateau, par fluvial, par voie ferrée. Hein, on a un point d'intermodalité très fort là-dessus pour la distribution. Mais quand on est voilà, arrivé là-dessus, il a fallu d'abord s'entendre avec le port hein, pour avoir au début, on a fait un peu de Tetris parce qu'il y avait des voisins qui avaient, voilà, ils avaient vendu tout. Tac, en juillet 2023, on signe notre bail, on dépose les permis de construire, les autorisations en avril et en juin 2024 et on les a obtenus en janvier pour le permis de construire, l'autorisation environnementale le 7 février et on a l'alimentation, priorisation par préfet le 28 février. Voilà. Donc, ce qui veut dire que là, aujourd'hui, on a un projet qui est prêt à construire. Et à quelques jours près, puisqu'on a fait, je pense, la déclaration, enfin la publication du permis sur site début février, voilà, on va dire bientôt libre de recours aujourd'hui, sachant qu'il y avait des enjeux environnementaux, mais comme toujours, hein, ça c'est notre marque de fabrique, c'est ce que j'ai toujours fait dans l'éolien, dans le solaire. Voilà, on travaille, on est en concertation. Voilà, on accepte cet exercice démocratique, donc on a eu beaucoup d'enquêtes publiques, de réunions, etc. Des associations sont venues. Alors même si voilà, on a un site qui est assez pauvre en biodiversité, parce que ce sont des darses qui ont été, vous voyez, alors on le voit pas bien, mais c'est en gros, c'est la Méditerranée a été creusée dans les années 50 et 60 hein, pour faire des grandes darses, des grands ports. Donc, une des darses, enfin c'est immense hein, ces trucs. Et tout le, alors on le voit là au bord, voilà, c'est une des darses, là au bord de notre usine. Tout ce qui a été creusé a été remblayé et mis, voilà. Donc au début, c'est voilà, puis 50 ans, 60 ans de nature qui reprennent leurs droits. Donc on avait des enjeux environnementaux. Mais on a bien travaillé avec FNE13, avec les associations locales, ce qui fait que lorsqu'il y a eu le CODERST, enfin, l'organisme départemental qui regroupe les associations, les industriels, voilà, a dû se prononcer sur notre autorisation. On a eu l'unanimité, ce que le préfet a dit, il n'avait jamais vu. Voilà. Donc on était très heureux là-dessus. Voilà. Donc, on a obtenu ça dans des temps très très courts. Et après les métriques, c'est ça, on va amener quand même 3000 emplois directs. Alors les gens nous disent oui, mais les usines chinoises, j'en ai visité, elles sont vachement automatisées, il n'y a personne. Attention, ici on a à peu près 250 000 m² de bâtiments, 3000 emplois directs, donc on enlève les ingénieurs et les fonctions support, ça fait à peu près 2500 ouvriers et techniciens, 250 000 m² de là, et ils sont en 5 shifts. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 500 personnes sur 250 000 m², hein, sur 25 terrains de football. Donc vous voyez, ça fait 20 personnes par terrain de football, voire moins. En gros, vous avez un vestiaire où les gens sont derrière leur machine, etc. Là, vous avez l'impression qu'il n'y a personne dans vos usines. Donc, c'est l'automatisation et c'est ça les métriques. C'est marrant à visualiser. Merci d'expliquer ça. Parce que le bâtiment le plus gros que vous voyez, par exemple, il fait 7 hectares. Et c'est une usine. Ça, c'est la partie cellule-module. Donc, on l'a fait sur 2 étages pour minimiser l'impact au sol, hein, puisqu'on a aussi cette question d'artificialisation nette. Il faut, voilà. Donc, on a les cellules qui sont faites en hauteur et les modules dessous. Voilà. Et ça fait 7 hectares. Ça fait 70 000 m² ou 60 000 m². Oui. Donc, on est sur une capacité de 5 gigawatts par an. L'idée, c'est de mettre en service, évidemment, l'usine en 2027 avec une décision finale d'investissement qui intervient mi-2026. Et là, en attendant, alors on l'a pas vu, on n'en a pas parlé, c'est de ça dont on parle ce soir. C'est pour ça qu'on vous mobilise, c'est qu'on a Carbon One. Carbon One, c'est quoi? Carbon One, c'est nous, donc on avait 4 piliers, donc massification, verticalisation, innovation, et j'ai oublié, il y avait accélération. C'est que le marché est là. D'abord, il y a des Français qui veulent du français, donc ce marché, on l'a bien identifié, il existe, et on leur a vendu du faux français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, à part Voltec, qui est encore un assembleur en France et dont on peut dire qu'il fabrique, ou en tout cas il assemble des modules en France, mais vous avez des marques françaises de distributeurs, vous avez des panneaux transités en France, vous avez des panneaux conçus en Provence par des ingénieurs français, voilà. Et donc chacun après met son petit sticker français. Là, on sait que ça fait vendre et quand on va voir un particulier, on lui dit, ben voilà, votre panneau, ben, il y a le drapeau français. Ah oui, ben, c'est bien. Oui, ben non. D'accord. Donc ces pratiques commerciales. Hein, remettre un peu d'éthique, je crois que Enerfip, c'est aussi ça, hein, votre plaidoyer, c'est remettre de l'éthique dans la finance. Nous, c'est un peu ça. Donc, on sait que ce marché existe et d'ici 2027, avant que la Gigafactory produise, on veut adresser le marché. Et nous ne croyons pas, et en tout cas, ça c'est la thèse des gens qui sont les équipes opérationnelles de carbone, qui connaissent les usines, disent voilà,
faire tout d'un coup from scratch une usine, si on n'a pas avant des usines pilotes ou en tout cas des lieux de production où on peut se former à des échelles réduites, on n'y arrive pas. Voilà. Donc Carbon One, donc on est en train de finaliser la sélection du site qui sera pas loin entre Istres et Fos. Il y a d'autres sites possibles, mais peut-être que ça sera à Istres, parce que dans le Carbon Lab, finalement, on récupère un site de 14 hectares où il y a une très vieille usine et on s'est dit que ce serait pas mal, tel le Phénix, de faire renaître notre industrie là-dedans, de commencer par là. C'est un très beau site, hein, et on fera un événement, je l'espère, avec vous, Enerfip et les Enerfipiens qui nous suivront, et Enerfipiennes aussi, parce qu'elles sont nombreuses. Voilà, mais donc on va essayer de produire des panneaux pour adresser ce marché, puisque ce marché aussi se transforme. La transposition du NZIA, dont j'en ai parlé, il y a un critère de résilience pour le segment 100-500 au 1er juillet. On veut être présent là-dessus. D'accord? Donc, on veut être présent sur ce marché. On veut accélérer, créer la marque, pousser la production, répondre à une demande du marché. Et voilà. Donc, on aura 500 MW de panneaux qui permettront de prouver aux investisseurs, aux gens qui nous suivent, que nous sommes capables. Pardon, excusez-moi. Vous m'entendez toujours? Excusez-moi. Là, je n'ai pas tout contre. On ne peut pas tout faire. Donc, on aura, voilà, Carbone sera sur le marché au 1er juillet 2026. Voilà, pour ensuite lancer. Alors. Mais attends, Pierre-Emmanuel Martin, pardon, Pierre-Emmanuel, parce que il y a Jean-Michel qui pose cette question et je la trouve assez chouette. Mais tu as les gens qui sont formés, parce que vu qu'on n'en fait pas en France, comment tu vas les embaucher là, les gens de Carbon One? Alors tout d'abord, c'est vrai, c'est une très bonne question. Bon, alors tout d'abord, il faut quand même voir quels sont les métiers. Donc moi, j'ai des gens qui travaillent dans l'industrie automobile, dans la santé, etc., et qui ont visité toutes les usines. Ils disent bon, on va pas se faire peur, c'est l'automatisation et les salles blanches, par exemple, dans les cellules, on est enfin je sais plus le niveau. Alors il y a des niveaux. Voilà, on est en niveau 7. Voilà, nous, on avait des usines, on était en niveau 9 voire 10. Hein, parce que on est sur des seringues pré-remplies, sur des médicaments. Voilà. Donc nous, ça ne fait pas peur tout ça. Voilà. Maintenant, comment on forme ces gens? Donc effectivement, ça c'est une. Voilà. Tout d'abord, c'est le bassin. C'est nous, on est à Fos, hein, Fos-sur-Mer. En gros, je dis toujours, il y a 3 traditions de métiers. Il y a trois métiers. Hein. J'enlève les dockers qui sont extrêmement sympathiques et que j'ai appris. Mais encore, ils font partie du 3e métier. Il y a un premier métier, c'est la métallurgie. Donc à Fos-sur-Mer, vous avez une des plus grosses usines d'acier en Europe, hein, qui est d'ArcelorMittal, il y a même à Dunkerque. Mais avec ça, il y a aussi Marceglia, il y a d'autres industriels de l'acier qui sont présents. Donc, on va dire qu'on a la métallurgie. La métallurgie, finalement, si on regarde notre première, on va dire la cristallisation et le découpage, quelque part, c'est des métiers qu'on va voir avec la métallurgie. Hein, on est à 1600 degrés, il y a des questions de risque, etc. Bon, évidemment, tout est électrifié, mais comme chez Marceglia, c'est qui est juste à côté de nous, hein, qui est un producteur d'acier spéciaux, tout électrifié. Ensuite, vous avez un deuxième métier, c'est de l'électronique. Hein, comment on fait de la cellule, comment on passe du wafer à la cellule. C'est de la chimie. Beaucoup de process chimiques. D'accord? Et là, vous avez sur cette zone, en gros, on a les plus grosses industriels chimiques de France, hein, de KM1. Voilà, bon. Et après, nous avons évidemment l'assemblage. L'assemblage, c'est de la logistique et avec CMA, CGM qui nous accompagne et les dockers, etc. Voilà. Et donc, en fait, on a un bassin d'emploi. Ok. C'est très fort. Et après, c'est l'UIMM avec qui on travaille, c'est les centres de formation, c'est la région. On a mis en place une usine à formation. Une usine, ok. Alors, ça fait déjà 45 minutes. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller un peu plus droit au but et puis qu'on ait le temps de prendre quelques questions. On le fera à la fin. On débordera un tout petit peu de l'heure pour les questions. Désolé, je suis passionné, donc voilà. Je suis désolée. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Mais on continue. Est-ce que je peux répondre juste à cette petite question là, parce que je vois, c'est osé de nommer Carbone. Vous avez absolument raison. L'idée, c'était d'avoir un nom un peu international parce que nous assumons le fait que le carbone est essentiel à la vie, mais on veut le garder sous forme matérielle plutôt que sous forme gazeuse. D'accord? Donc, c'est un petit peu notre truc. Donc, et puis après, voilà, ça fait poser plein de questions. C'est comme quand j'ai créé Terre et Lac. Un mot, une marque, et le meilleur exemple, c'est Apple. Hein. Le mec a créé son usine, son entreprise en l'appelant Pomme, il était gonflé, quoi. On connaît son succès. Voilà. Donc c'est un peu ce genre de choses. Voilà, c'est décalé aussi. Pardon. Merci. Pas de souci.
Du coup, on va passer rapidement sur la structure de l'opération et les conditions du coup de l'émission. Je vais essayer d'aller assez rapidement vu le temps. Et de toute façon, c'est des informations que vous aurez aussi sur la page projet. Pardon, Pauline? C'est aussi pour ça que les gens sont là, donc il ne faut pas Ouais, non ouais. plus. Du coup, l'émission qu'on vous propose sur Enerfip, il s'agit d'une émission d'obligation simple, donc au niveau de TELI, que Pierre-Emmanuel vous a montré tout à l'heure, donc filiale de Libre Soleil. Et du coup, vous avez compris, le but de cette émission, c'est ensuite que TELI puisse réinvestir ses fonds au sein de Carbone. Donc, ces fonds seront réinvestis soit via des augmentations de capital réalisées par Carbone, soit via des apports en compte courant d'associés qui sont réalisés par TELI. Du coup, le montant visé pour cette émission, bon, il y a plusieurs montants, vous serez peut-être perdu, mais on parle parfois d'objectifs, des seuils minimums, etc. On va considérer que la collecte sera réussie dès qu'on aura dépassé le seuil de 1 million d'euros, sachant que l'objectif, l'idée d'objectif serait plutôt 2,5 millions. Et on pourra, si jamais la collecte elle fonctionne très bien et que beaucoup d'investisseurs souhaitent soutenir Carbone, on pourra déplafonner ces 2,5 millions et aller jusqu'à 4 millions d'euros pour l'émission au niveau des TELI. Ces obligations auront 4 ans de maturité. Et encore là, du coup, il y a une petite exception. C'est 4 ans de maturité, mais on a donné l'option à Carbone de pouvoir avoir une extension d'1 an, moyennant du coup une bonification du taux d'intérêt qui passe de 8,5 à 9,5 uniquement pour la dernière année. Donc 4 ans à 8,5 et une potentielle dernière année, 5e année, à 9,5. Sachant que dans tout ça, le principal sera payé uniquement à la date de la maturité, donc à la 4e ou à la 5e année. Il n'y aura pas de remboursement de capital pendant la durée, uniquement des paiements d'intérêt annuels. Sous le rang des obligations, bon, tout à l'heure Pierre-Emmanuel l'a évoqué, hein, il y a d'autres acteurs du secteur qui vont aussi soutenir Carbone via des émissions obligataires réalisées au niveau des TELI. Toutes ces obligations seront émises sur TELI, seront pari passu, auront le même rang. Et du coup, les investisseurs, ils ont cette garantie-là de ne pas être une heure par rapport à d'autres obligataires. Et si jamais il y a des sûretés qui devaient être émises, ben, ils devront pouvoir aussi bénéficier de ces sûretés pour d'autres émissions obligataires. Et du coup, quelle est la garantie que les investisseurs bénéficieront pour cette émission? Libre Soleil, donc la société de Pierre-Emmanuel, a consenti à un nantissement portant sur 15% des titres qu'elle détient au sein des TELI. Donc ça veut dire que, en contrepartie de l'émission, donc les obligataires bénéficieront d'un nantissement de 15% des titres de l'émetteur. Et non pas des titres de Carbone, il ne faut pas le confondre, ce n'est pas la même chose. Et du coup, quelle est la stratégie de remboursement envisagée? La principale, c'est le soutien de son actionnaire principal, Libre Soleil, et a fortiori Pierre-Emmanuel, via des apports ou des augmentations de capital. Après, il y a aussi d'autres options qui peuvent être envisagées, hein, notamment un refinancement au niveau de TELI, potentiellement adossé au titre Carbone, qui du coup sont libres d'engagement à ce moment-là. Ou aussi, tout simplement, la cession des titres Carbone pour ensuite pouvoir rembourser et faire face du coup au service de la dette ou le remboursement des obligations. Donc ça, c'est les 3 principales stratégies. La première étant donc le soutien continu de Libre Soleil sur la vie des obligations. Ici, vous avez un petit schéma qui résume un peu tout cela. Et un peu le schéma qui parcourt les fonds qui seront enlevés, etc., jusqu'à ce que ça arrive au niveau des projets, donc Gigafactory, Carbone et Carbone Lab. Et ici, vous avez un petit BP, plan d'affaires, etc., simplifié pour démontrer, du coup, cette stratégie de remboursement qui se matérialise par le soutien des Libre Soleil. Donc, vous verrez en 3e ligne le service de la dette, notamment les intérêts. Et en première ligne, vous voyez donc les apports réalisés par Libre Soleil pour faire face à cette charge. Et aussi, en dernière année, des apports beaucoup plus importants pour le remboursement du capital.
Pierre-Emmanuel, est-ce que tu veux compléter? Quelque chose non, là, effectivement, enfin, juste dire qu'effectivement, Libre Soleil aujourd'hui, sur ses différents placements, enfin, en tout cas, et ses disponibilités, a largement de quoi rembourser les apports en compte courant, sachant qu'évidemment, on aura une stratégie qui va maturer en fonction de l'avancement de carbone. De l'autre côté, il y a aussi Terre et Lac, hein, on n'en parle pas, mais c'est aussi un point important. Puis il y a d'autres activités. Mais globalement, on a fixé à 4 ans plus 1, qui est le débouclage, ou en tout cas, il y aura un exit. Enfin, en tout cas, il y aura pour nous une possibilité de faire un peu de cash out, parce que avec certains investisseurs, on travaille déjà sur l'introduction en bourse. Enfin, c'est une exigence qu'à un moment donné, carbone, parce qu'il y aura beaucoup de minoritaires, et puis une valeur incontestable, et c'est une des conditions sine qua non de l'investissement pour certains dans carbone. Donc on travaille déjà avec Euronext sur la roadmap, comment on va et où et à quel moment ce sera introduit en bourse. Donc si c'est avant, voilà, si c'est en 2026 ou 2027, mais on n'optimisera pas vraiment parce qu'on sera au milieu du gué, c'est plutôt le faire après 1 an d'exploitation d'usine, ça c'est la meilleure, voilà. Mais globalement, voilà, il y aura peut-être à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est Libre Soleil qui a de quoi son gros bas de laine va pouvoir garantir et assurer ce service de la dette. Merci. Parfait. Merci, c'est très clair. Ah oui, tu voulais… oui, vas-y, pardon. Pardon, pour compléter, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette levée qui réalise Carbone est une première parmi d'autres. Il y a d'autres levées qui sont prévues, notamment encore en 2025 et 2026, à des montants qui augmentent à chaque fois, hein, vu les besoins qui aussi vont s'agrandir. Emmanuel, peut-être que tu veux donner quelques mots sur ces futures levées. Voilà, en fait, la levée de fonds là qu'on est en train de faire, ce qu'on appelle New A1. Alors voilà, c'est des séries A, mais normalement là pour les connaisseurs, on est plutôt sur des séries B. Vu les montants, hein, vous avez 80 millions là qui vient à côté d'autres choses. Hein. On a voilà, on a dans le cadre de France 2030, on a eu un certain nombre de projets qui totalisent à peu près 40 millions de subventions, enfin d'aides futures pour des futurs projets. On a eu 10 millions pour la ligne pilote par l'ADEME. On vient ce matin, en tout cas, c'est encore à officialiser, mais on va bénéficier d'un crédit impôt dans le cadre du C3IV, dans le cadre de la loi Industrie verte d'à peu près 200 millions. On a la région qui a ouvert une ligne dans le fonds de transition juste à peu près de 40 millions, plus 15 millions sur autre chose, plus la métropole. Voilà, donc on a un certain nombre de choses qui se passent. À côté, il nous faut quand même de l'equity, hein, donc on avance, et cet equity, c'est avec des nouveaux investisseurs. Et voilà, on la séquence en fonction, enfin c'est comme tout projet d'infrastructure, hein, en fonction des engagements. Donc là, on va avoir besoin essentiellement d'argent pour Carbon One, notre première ligne pilote qui flotte, voilà, qui va flotter sur son marché, et puis après structurer préparation des travaux, lancement des travaux sur site, etc. pour une décision finale d'investissement. On estime qu'on a besoin à peu près de 80 millions pour arriver à cette décision finale, plus une trentaine de millions qui s'ajouteront à ça, qui est l'emprunt première usine de la BPI, plus des subventions, voilà, qui fait que on va pouvoir lancer après la grande séquence d'investissement pour aller, on a à peu près aujourd'hui entre 1 milliard et 1,2 milliard de CAPEX, un investissement à supporter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a les concours des banques, les discussions qui sont en cours avec les différents organismes financiers, étant entendu qu'on est bénéficiaire de la garantie projet stratégique, ce qui veut dire que les établissements bancaires qui viendront nous prêter de l'argent seront garantis à hauteur de 50% de leurs emprunts par l'État, par la BPI. Ok. Alors du coup, Pierre-Emmanuel, la question de Denis est pertinente. Pourquoi faire appel au financement participatif ? Alors, bon, pour deux raisons. Hein. Donc, la première raison qui, moi, me tenait à cœur, d'abord parce qu'on en parle avec Julien, qui me suit. Hein, Julien, il veut absolument, donc il me poursuit cette activité. Donc, j'ai dit oui, j'ai finalement… Non, au-delà de ça, moi, il me semble, pour moi, il y a deux principales raisons. Tout d'abord, moi, dans Teli, vous voyez, enfin, je sais pas, on n'a pas détaillé, mais moi, j'ai toujours embarqué mes associés, mes salariés dans mes aventures. Bon. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est
aujourd'hui, on l'avait travaillé d'ailleurs, la première travail qu'on avait fait avec Enerfip, c'est on l'avait vu sur Carbon One, on a fait une proposition de rachat qui a été acceptée, une offre ferme de rachat à EDF pour Photowatt, et c'est sur ce travail. Et donc on a beaucoup travaillé avec les équipes d'Enerfip sur Photowatt, on est très déçus, puisque finalement EDF maison mère s'est pas entendu avec EDF filiale, et les syndicats des uns et les syndicats des autres ont fait capoter le projet. Voilà, donc on se retrouve avec. Voilà, donc moi j'ai dit on peut pas le faire sur carbone, on peut pas faire de financement et d'oblig parce que les investisseurs ils veulent tous être en equity, ils veulent pas être juniorisés et voilà. Donc moi j'ai un véhicule, c'était Eli, et on a évoqué l'opportunité. On s'est dit là on peut rembourser, on peut faire quelque chose, ça va servir quoi qu'il arrive. Le risque est assez est faible, et en tout cas les investisseurs, pour eux c'est neutre puisque tout ce qu'on va injecter va aller en capital. L'obligation pèse sur Teli, mais les sous vont. Donc déjà c'est première chose. Deuxième chose, c'est que moi je crois vraiment, enfin je veux dire, nous sommes aujourd'hui, nous allons tous être appelés en tant que Français pour réarmer la France. Tous nos bas de laine vont servir. Alors ils vont nous faire les poches pour aller réarmer la France. Et moi, pendant qu'on parle sur tous les plateaux de la manière de mobiliser l'épargne des Français, moi je démontre, et nous démontrons ensemble, que ça peut être simple. Dès lors qu'il y a une intermédiation qui est simple, que les objectifs sont simples, que le projet qui est proposé fait sens, cette épargne, elle peut très vite être mobilisée. Voilà. Et que après, on peut en parler pendant des heures, des grands banquiers qui vont expliquer. Nous, on agit. Voilà. Et moi, j'aime bien ce qu'on fait ici. J'aime bien la façon. Voilà. Quand Julien et ses associés ont pris cette question, je leur ai dit, vous avez, voilà, en 2012-2013, voilà, il y avait le monopole bancaire, de l'appel public à l'épargne. C'est très compliqué. Comment on fait? On fait. Et puis on verra. Voilà. Et là, on en est là aujourd'hui. Dans la mesure où nous, demain, on va introduire en bourse, et donc Euronext vous suit, regarde et veut savoir quel est le taux d'adhésion, est-ce qu'il est rapide ou pas, c'est que ici, on va essayer de prouver et de montrer que les Français sont prêts dès lors que les choses sont claires, quoi. Voilà. Et que dès lors qu'il existe des outils ou des institutions d'intermédiation simples comme Enerfip, ça peut aller très vite. Voilà, donc c'est ce qu'on veut montrer. Voilà. Donc évidemment, on n'est pas là pour dire que ça va changer le game, qu'on a trouvé une solution de financement. Mais c'est simplement, on va montrer. Et alors après, il y a aussi, petit appendice, c'est aussi montrer au pouvoir, au gouvernement et au pouvoir politique que les Français, peut-être qu'aujourd'hui, sont toujours soucieux de l'environnement, de l'éducation, de la santé, et que oui, peut-être la sécurité, les grands trucs géopolitiques, mais nous, on a besoin de détendre les contraintes qui sont les nôtres, pouvoir d'achat, des enfants, l'avenir de la planète, et ça. Et vous êtes là sur cette plateforme, c'est avec vous qu'on veut le faire, quoi. Voilà. Et il me semblait que vous demandez 3 milliards, c'était un peu trop rapide. C'est pas tout à fait. Voilà, on commence par 2,5 millions, on voit si ça adhère, on revient avec un truc un peu plus gros. C'est ça, c'est la carte bleue, bulletin de vote. Et c'est ça, c'est qu'on fait de la politique aussi. Devenons consommateurs et montrons ce qu'on veut pour voilà, c'est ça qui est chouette ici aussi. Enfin, on va le dire comme ça, excusez-moi, c'est avec mes mots, mais je pense que voilà, et pour avoir travaillé il y a 25 ans là-dessus, l'adhésion des Danois à l'éolien parce qu'on leur proposait ce genre de choses, j'en suis persuadé. La réindustrialisation passera par l'adhésion des Français à ce genre d'initiative. Tout à fait. Alors du coup, merci pour cette formidable transition. On vous propose donc d'investir. Franchement, on n'a pas voulu, mais c'était parfait. On vous propose d'investir donc, comme Eliud vient de l'évoquer, sur une obligation simple, donc elle n'est pas convertible, sur une obligation simple avec un taux d'intérêt fixe de 8,5% par an sur 4 ans. Il est possible d'augmenter d'1 an cette durée et dans ces cas-là, l'année supplémentaire sera rémunérée à 9,5%. Il se trouve que donc, le projet est en France, franco-français, vous l'avez bien compris, donc la fiscalité est française, on va y revenir, que les intérêts seront versés chaque année à date anniversaire de la clôture de la collecte et que le remboursement du capital se fera à la fin des 4 ans ou des 5 ans si on prolonge. Voilà.
Donc, l'investissement minimum, il est de 10 € parce que c'est l'esprit d'Enerfip. On s'adresse à tout le monde et ça, c'est chouette. Et puis, l'investissement maximum, il est à 2,5 millions puisque c'est l'objectif de la collecte. Donc, entre 10 € et 2,5 millions, on pense que tout le monde à peu près trouvera son bonheur pour soutenir ce projet qui a vraiment du sens. Pour travailler chez Enerfip depuis longtemps, hein, vous le savez, la plupart d'entre vous m'ont entendu déjà régulièrement. C'est une question qui revient en permanence. Est-ce que les panneaux sont français? La réponse est toujours non, en France, il n'y en a pas. Voilà. Là, c'est l'occasion de dire oui, mais nous, on en veut en fait des panneaux français. Donc, ça a vraiment du sens. Et puis, vous le savez, depuis quelques mois maintenant, on note les projets. Et donc, on a noté ce projet B-, ce qui est une note pas mal du tout. Et donc, je laisse Eliud vous expliquer à peu près comment ça a été calculé. Hein. Oui, juste pour donner quelques explications là-dessus, pardon. Comme vous savez, Enerfip a des procédures internes de sélection des projets. Et dans ces procédures, on compte sur un comité de sélection qui passe en revue tous les projets qui sont ensuite publiés sur la plateforme et qui sont mis en ligne. Et du coup, c'est ensemble avec ce comité qu'on analyse le dossier et qu'on regarde la solidité, les perspectives, etc., la qualité du sponsor, du porteur de projet. Et plusieurs éléments ensemble donnent du coup une note qu'on collecte. Et là, on a considéré que la note était B- au vu de l'activité de Pierre-Emmanuel sur d'autres domaines, notamment sur la société TRLA, que Libre Soleil qui a beaucoup des liquidités, des capitaux propres solides. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont déjà été réalisés sur carbone via Teli. Donc, ce qui donne aussi... Alors, Eliud bosse, mais c'est juste... À chaque fois, je me mets dans la même salle et j'ai la lumière qui s'éteigne automatiquement. C'est parce qu'Enerfip est très sobre énergétiquement. Voilà. C'est la sobriété énergétique. Et tout ça a donné cette note B-. Ça fait marrer Julien. Ouais, voilà. J'attendais à ce que Julien puisse réagir aussi via le commentaire. Moi aussi, Julien, tu vois, j'ai pas de lumière, moi je suis dans le noir. Oui, c'est vrai. Dans le noir. Bref, allez, continuons, ça fait déjà plus d'une heure. Et c'est bien sûr aussi au vu des risques identifiés pour la collecte. Donc là, vous avez sur cette diapo quelques risques qu'on a pris en compte dans cette analyse, notamment le risque des défauts au niveau des TELI. Vu que la principale stratégie de remboursement repose sur des apports de Libre Soleil, il se peut qu'au moment des remboursements ou du paiement d'intérêt, Libre Soleil ne soit pas en mesure de faire ces apports ou tout simplement ne veuille pas le faire, ce qui pourrait mettre à risque le remboursement ou le paiement des intérêts. Il y a aussi des risques qui sont plus inhérents à l'activité propre de carbone, notamment la construction de la centrale, de la Gigafactory, ou des risques réglementaires sur le marché dans lequel Carbone va avoir son activité, qui pourrait mettre à mal son marché ou sa capacité à être concurrentiel. Et du coup, tout ça a été pris en compte dans cette notation, et notamment les modalités de contrôle ou les mesures d'atténuation qu'on a identifiées qui peuvent du coup réduire ces risques, notamment l'identification d'autres stratégies de remboursement. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, la possibilité d'avoir un refinancement adossé à des titres de carbone ou juste la cession des titres, une veille réglementaire active de la part des carbones en cas de changement réglementaire majeur, la sécurisation des contrats, notamment portant sur la construction de la Gigafactory avec des contreparties fiables, etc., entre autres. Pierre-Emmanuel, peut-être que tu voudrais ajouter un mot là-dessus sur les mesures mises en place pour atténuer tous ces risques majeurs dans le cadre de la mise en place d'un projet industriel de cette nature. D'abord, nous, on a fait à peu près 1 gigawatt d'éolien, et j'ai participé, je dirige des boîtes pour 1 gigawatt d'éolien en France, c'est à peu près la même chose dans le solaire. Donc, et si je regarde Terrela qui fait beaucoup de petits projets en toiture qui ont leur complexité aussi, même si c'est moins, on a un taux de sinistralité quasi 0. Donc en fait, c'est déjà avoir, nous en tout cas, on sait
demain les enjeux qui sont les nôtres aussi par les équipes industrielles qu'on a, et on a identifié déjà se prémunir des risques, c'est bien les identifier. Hein. Nous savons que demain nous aurons des centaines de millions de plaquettes et de cellules à faire en continu. Je ne sais plus combien on en sort par seconde. Enfin voilà, dans des qualités. Etc. Voilà. Donc ça, c'est tous des risques opérationnels qui sont connus, qui sont voilà. Donc on a après, on a identifié sur le marché, déjà par exemple c'est l'intégration verticale, parce qu'on sait que à un moment donné, vous avez un marché. Si vous achetez un wafer avec une zone qui est en situation de monopole et que votre plan d'affaires dépend du prix, vous pouvez avoir un wafer qui va passer d'un prix de 2 € ou à 1 centime du watt crête à 15 centimes du watt crête en quelques mois. Ça, c'est les effets du monopole de la Chine. Et là, vous avez une boîte qui est à plat. Quoi, hein. Donc, tous ces trucs, nous, on essaie, en tout cas, on essaie d'abord, on est dans cette phase d'identification. On a des équipes qui ont été en opération, qui ont construit des usines. Par exemple, le directeur de la construction, qui est l'ancien patron du groupe GSE à Avignon, qui est l'ancien patron de toute l'activité industrielle Europe, Moyen-Orient, Afrique. Il a construit des usines immenses. Et même, avant ça, il est allé dans une autre boîte chez Excite, il s'est occupé de toute la partie construction en Chine. Il me dit, ton truc, là, 300 000 mètres carrés, bon, sache que j'ai fait des usines pour 1,5 million de mètres carrés en Chine. Et donc, on a des gens qui peuvent nous identifier. On a une matrice de risque qui est très claire. Après, voilà, demain, vous avez Taïwan qui est envahi par la Chine, vous avez une guerre qui éclate. Est-ce que nous, nos questions sur la transition énergétique, ça, c'est des risques systémiques, hein, des black swans qu'on peut pas analyser, etc. Donc, ça, on va les laisser de côté, c'est pas pour nous. Mais globalement, sachez que sur la partie industrielle, voilà, enfin, en tout cas, pour les autorités françaises, on est un des projets qui leur a été présenté dans la réindustrialisation et le solaire, qui soutiennent, pour laquelle la question, en tout cas, on ne peut pas mettre en doute notre sérieux industriel, market et financier. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un travail permanent. Merci. J'aimerais qu'on avance un peu parce que je voudrais qu'on aborde pendant la période de questions-réponses 3 sujets. Enfin, j'ai vu que tu avais pris des notes, Pierre-Emmanuel, donc je ne sais pas si tu as des choses que tu voudrais aborder. Mais... Non, mais c'était juste. Moi, je voulais juste, effectivement, la question, il y avait un sujet là sur la question de l'emploi. Je voulais revenir là-dessus parce que ça, c'est très important. Enfin, je profite de le dire si vous pouvez me permettre, parce que vous êtes des gens du Sud, hein, vous êtes à Montpellier. Ouais. Donc, nous, on est des gens du Nord pour vous. Enfin, Lyon, c'est quand même. Bon. Et donc, quand l'industrie, nous industriels, Grenoble, voilà, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quand même une grande zone industrielle, voilà. Nous, pourquoi on est venu là, à Fos-sur-Mer? Sachez que alors que nous, on est, franchement, hein, le Sud, les dockers CGT, l'indolence, hein, excusez-nous, il y a beaucoup de clichés. Hein, donc, clichés voilà, sachant que, oui, il se trouve que dans mes activités chez Enel, quand j'étais patron d'Enel Green Power, j'ai eu aussi à travailler sur l'usine de Catane, du groupe, qui est une des plus grosses usines aujourd'hui de production de panneaux solaires en Europe, que je connais bien. Bon, je vous la fais courte, mais le Mezzogiorno et l'indolence sicilienne, c'est quand même pas un cliché là-dessus. Donc, on avait quelques sujets de productivité là-bas. Mais nous, donc, on a eu la chance, puisque vous savez qu'il y a de très grandes usines d'électronique en France qui s'appellent ST Microélectronique. Enfin, je sais pas si ça vous parle. Ce grand industriel franco-italien a des usines, beaucoup autour de Grenoble. Et donc, on est allé voir, voilà, connaissance, un ami nous a mis en relation avec l'ancien directeur des ressources humaines de ST. Et il nous a dit, mais la meilleure usine qu'on ait, c'est au Rousset. D'accord? Et près d'Aix-en-Provence, en termes de productivité. Et donc, il nous a fait changer notre mindset sur cette question-là. Puis après, moi, j'ai rencontré les dockers et j'ai aussi changé de mindset. C'est qu'en fait, on a une zone avec énormément de compétences. Et tiens, là, je tiens à dire que finalement, la question du Sud et l'indolence méditerranéenne, on va dire, peut-être qu'on est quelque chose de l'ordre du Texas ou de la Californie plutôt que de zones. Voilà. Et puis peut-être que voilà, autour de la Méditerranée, on a comme ça des zones d'exception. Voilà. Donc, je tenais à le dire parce que c'était une question qui a été posée. Vous avez quand même dans le sud et autour de ST, mais d'autres, hein, on a Airbus Hélicoptère, donc 12 000 salariés, enfin 8 000 salariés, 4 000 sous-traitants dans une usine à Marignane. Pour voir comment ils produisent, c'est exceptionnel. Donc on a quand même cette main-d'œuvre là-bas. Et voilà. Donc je voulais le dire.
Moi, je voudrais que tu abordes un autre sujet parce qu'on parlera fiscalité après, mais les gens commencent à partir parce que c'est tard. Donc, je voudrais qu'on l'aborde avant que tout le monde s'en aille. Est-ce qu'on peut parler des changements de politique? On a abordé Trump, Musk tout à l'heure avant de commencer, le gouvernement qui… c'est vrai qu'en ce moment, les ENR sont pas poussées réellement comme elles ont pu l'être. Est-ce que ça a changé des choses, la manière d'aborder le… Alors, comment dire, le calme des vieilles troupes. Vous voyez, moi, ça fait 30 ans que je fais des énergies renouvelables. Donc, ça fait 30 ans qu'on me dit, c'est pas, voilà, que la France, non, c'est, vous êtes sympa, mais c'est pas pour vous, quoi, les gars. Ça marchera pas. Bon, ok. J'ai envie de dire, donc, si vous voulez, le calme des vieilles troupes, moi, j'ai vécu la remise en cause des tarifs 97 sur la petite hydraulique, la loi POP, où on fait disparaître les projets de moins de 12 mégawatts pour les faire transformer en projets de plus de 24 mégawatts, un spécial, salut amical à Charles Duguay, j'ai vu qu'il était là, il sait de quoi on parle. Dans l'éolien, ça a été quand même la contestation des tarifs d'achat en 2008 devant le Conseil d'État, le moratoire solaire en 2010. Bon, ok, il y a une chose qui est sûre, c'est que les énergies renouvelables, par la porte, par la fenêtre, par les égouts, par le toit, tout ça, elles s'imposent. Voilà. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, nous, oui, on a un gouvernement qui prend en place des contraintes, qui est soumis peut-être aussi à des injonctions. Voilà, donc il y a peut-être une préséance. Enfin voilà, le nucléaire retour en grâce, sachant qu'après Fukushima, ça a été dur. Hein, voilà. Bon, moi je considère aujourd'hui que ce qui est en train d'arriver dans le monde, et c'est grave, valide le fait qu'il faille être souverain et que l'Europe doit se défendre. Elle ne le fera pas si elle continue à être pieds et poings liés pour son Doliprane, ses masques, ses voitures, ses trucs. Gaz. Le gaz, l'énergie, il va falloir qu'elle se ressaisisse. Après, la question du portage politique en France. C'est clair que nous, oui, je vous dirais, voilà, la dissolution, c'est pas la meilleure la meilleure décision de mon président, si vous voulez. Vous voyez, en juin 2024, on avait quasi bouclé notre financement, on était parti et on allait mais je vous rassure, on allait faire appel à Enerfip sur Carbon One. C'était déjà, on en discutait déjà avec Julien. Voilà, donc nous, on est obligé de prendre cet impondérable, c'est que le marché dans lequel on va agir, qui est un marché protégé, a besoin d'un support politique. Voilà. Mais donc, on doit faire avec. Donc, l'objectif, il est global, européen, et nous, on doit faire avec. Voilà. Alors, c'est clair que on n'aimerait pas que ça bascule trop vite d'un certain côté, puisque l'annonce, reste à voir ce que M. Jean-Philippe Tanguy a proposé hier sur la PPE3. Bon. Et d'un autre côté, moi, j'ai eu cette expérience très locale d'un président de région qui, globalement, propose au préfet dans le cadre du SRADET. Donc, le SRADET, c'est cet exercice régional que les régions doivent faire, présenter au préfet comment vous voulez atteindre vos objectifs en matière d'énergie renouvelable. Je suis quand même un président de région qui a proposé au préfet de démanteler les éoliennes avant qu'on en parle dans le Nord. Voilà. Donc, on a expliqué que oui, c'était bien. Bon, voilà, donc c'est faire l'éducation. Aujourd'hui, voilà, il y a Aura Digital Solaire, le syndicat qu'on a monté en Auvergne-Rhône-Alpes, vous aurez compris quel président de région c'est, qui a compris que le solaire photovoltaïque, c'était important. Voilà. Bon, mais au début, quand on lui parlait, c'est quoi ses objectifs, il disait, le bois énergie, donc ok, on voit bien la cognée, le bûcheron, le chasseur, ça, c'est un truc. Le solaire thermique, voilà, ça mange pas de pain, le solaire thermique. Bon, j'adore, j'ai ça chez moi. J'ai même un plancher solaire direct, anciennement de Clipsol, qu'on est en train de reconfigurer avec du Solisart. Mais voilà, on lui a dit non, il y a autre chose, quoi. Bon, l'éolien, on n'a pas le droit d'en parler, très bien, on l'accepte. Mais on a réussi à faire des très beaux projets en Auvergne-Rhône-Alpes, ceci dit. Mais voilà, le solaire, donc il y a voilà, ça va être de l'éducation, de la formation. Mais nous, on sait que c'est une machine qui avance, quoi. Après, il peut y avoir plein d'impondérables, une faillite complète, le Black Swan. Mais nous, on en a vécu 3. Je vous dirais juste qu'on a survécu. Donc, déjà, la dissolution, ça n'a pas été simple. Mais je veux dire, le truc le plus dur qu'on ait eu quand même, c'est nous, on est passé d'un marché où les panneaux étaient à 30 centimes. Vous voyez, ils sont remontés là, courant début 2023 avec la crise post-Covid, l'inflation. En juillet 2023, Terrelac achète ses modules 29 centimes. Quoi, hein. Donc, on est très heureux. Des taux d'intérêt très bas, machin, ça marche. Je veux dire, en novembre 2023, on est à 15 centimes. En janvier 2024, on est à 10 centimes. Donc, motiver les investisseurs pour dire qu'on va y arriver. C'est plus dur. C'est plus dur, voilà. Et puis après, je vous dirais que dans notre modèle, mais nous, comme on a choisi
de saucissonner un peu la Carbon One, etc. Donc, nous, on est sur un autre modèle et puis on assume. Et voilà, Enerfip est aussi là pour prouver qu'il y a d'autres sources de financement. Voilà, c'est qu'il y a eu une faillite retentissante en Europe qui s'appelle Northvolt. Donc, c'est une usine de gigabatterie, gigafactory de batterie, qui a fait plein d'erreurs qu'on pourra développer un autre jour si on a le temps. Mais globalement, sachez que ça, ils ont levé 8 ou 15 milliards, je sais plus, mais donc le secteur financier européen est un peu frileux quand on en parle de gigafactory. Alors, nous, on dit, c'est nous qui avons inventé le terme parce que nous, on fait des gigawatts. Donc, c'était simple, hein, on faisait des mégawatts, on faisait des mégafactories. Oui, mais voilà. Donc, ces deux événements, si vous voulez, voilà. Mais on les a passés et nos investisseurs sont toujours là. Hein. Le soutien du gouvernement est constant et je dirais même... Il y en aura toujours besoin. Voilà, je m'arrête parce que sinon, merci. Alors, on continue. Si vous, peut-être que tu peux, pendant que je parle de fiscalité, scanner un peu les questions, voir s'il y en a une ou deux que tu veux aborder rapidement. Et puis après, on clôturera. Simplement, si vous investissez chez nous, vous êtes encore très nombreux, donc je suppose qu'il y a des gens qui n'ont jamais investi. Quand vous investissez dans des obligations simples et que vous récupérez des intérêts tous les ans, comme là, ces intérêts sont fiscalisés, bien sûr. Et donc, ils sont fiscalisés à 30%. C'est-à-dire la flat tax que vous connaissez peut-être, et cette flat tax est prélevée à la source. Donc, vous allez pouvoir... attends, Pierre-Emmanuel, tu as cliqué sur répondre. Ah oui, il y avait une question très intéressante, mais bon, excusez-moi, je connais pas bien l'outil, donc j'ai fait... Tu peux recliquer parce qu'il n'y a que toi qui peut fermer la petite... Je voulais répondre, il y avait une question, si je peux me permettre, pourquoi ne pas avoir proposé d'investir en actions dans carbone. Je vous dis juste que dans Teli, vous êtes au chaud avec moi. Dans Carbone, vous avez des big boys, des grands fonds d'infra, mettre 2,5 millions et vous embarquer là-dedans, c'est pas la même division, quoi, si je peux me permettre ainsi. Et voire même, je dirais, nous avons affaire à des investisseurs qui mentalement est structuré par le fait que le petit porteur, c'est Eurotinel, c'est la classe action, donc ils aiment pas ça, quoi. Je vous le dis tout net. Hein. Tu peux recliquer sur le truc parce que nous, on ne peut pas le faire. Alors, je commence à minimiser. Non, c'est ça, comment je fais ou sur la question en elle-même, je ne sais plus. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il ne fallait pas appuyer parce que je ne sais pas comment… j'ai terminé de répondre. Voilà. Pardon. Alors, juste, je continue. Donc, vous êtes prélevé à la source de 30% qui équivaut à la flat tax, c'est-à-dire 17,2% de CSG, CRDS, les prélèvements sociaux que tout le monde paye quoi qu'il arrive, et un plafond de 12,8% d'impôt sur le revenu. Si votre taux d'imposition est inférieur, vous récupérerez le trop perçu. Donc, les impôts vous rembourseront le trop perçu. Si votre taux d'imposition est supérieur à 12,8, vous les paierez. Et ça s'arrêtera à 12,8. C'est un plafond. Donc, en tout, vous pouvez payer de 17,2 à 30%. Cela dépend de votre taux d'imposition sur le revenu. J'ai une dame qui nous demandait si on pouvait investir en PEA-PME. La réponse est oui. Ça évite la partie 12,8%. Donc, ce qui est bien, c'est que comme vous êtes prélevé à la source, votre déclaration d'impôt est pré-remplie et on vous envoie un document pour vérifier que la déclaration est bien remplie au moment opportun. Donc, c'est très simple. Voilà. Donc, c'est 8,5 brut et il faut enlever les 30% d'imposition. OK ? Pour investir, il faut d'abord évidemment vous inscrire. Quand on est investisseur chez Enerfip, il n'y a pas de frais, jamais, à aucun moment. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire, répondre à un questionnaire qui est très casse-pied, assez personnel et assez ingrat. Mais c'est l'euro, on n'a pas le choix, on est obligé de répondre, hein, c'est l'Europe qui le demande. Et vous avez répondu à ce questionnaire, donc pendant quelques minutes, vous nous détestez, c'est normal. Vous répondez. Fournissez votre pièce d'identité pour vérifier que vous n'êtes pas sur la liste anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Une fois que c'est fait, on valide votre compte. Et vous pouvez aller sur le projet Carbone, qui n'est pas encore ouvert, qui ouvre la semaine prochaine, c'est ça, Eliud ? Oui, mercredi prochain. Mercredi prochain, donc dans une semaine exactement. Donc pour le moment, vous pouvez juste consulter la page projet, voir le replay du webinaire et surtout télécharger la documentation juridique. Et à partir de mercredi prochain, vous pouvez vous rendre sur le projet, choisir le montant que vous souhaitez investir et faire votre investissement. Vous avez ensuite 10 jours pour payer. Donc, vous pouvez payer par carte bleue, c'est instantané, ou payer par virement, vous avez 10 jours pour le faire. Voilà.
Moi, j'ai tout dit. Vous avez évidemment toute une équipe à votre écoute, donc n'hésitez pas. Donc là, j'imagine qu'on est plutôt vers des francophones, donc vous allez pouvoir parler à Maëva, à Valérie, à Sylvain ou à Quentin. Mais si vous étiez, voilà, on est aussi basé en Espagne et aux Pays-Bas, donc on peut varier les langues si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez appeler, voilà. Donc, si demain, vous avez des questions, il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. C'est Pierre-Emmanuel qui pourra vous répondre à l'écrit. Voilà. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y a une dernière question auquel vous souhaiteriez répondre, que ce soit Eliud ou Pierre-Emmanuel? Ben, moi, je vois une question, là, la question des appros, puisqu'elle est revenue et on le dit, en fait, les appros, nous, il y a le verre. Donc, si vous voulez, on a on va dire quatre principaux postes sur lesquels il a fallu travailler. C'est le verre, l'aluminium, le polysilicium, bien évidemment, et l'énergie. Voilà. Bon, l'énergie, inutile de revenir là-dessus, mais vous avez vu comment ça s'est terminé pour Luc Rémont. Nous sommes électro-intensifs, enfin industriels électro-intensifs. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie. Payer cher notre énergie à partir d'actifs amortis, hein, c'était à peu près ça la règle. Les électro-intensifs bénéficient d'une énergie bon marché en France. Voilà, donc ça, le problème est réglé, ou en tout cas va être réglé, et ça, on pourra avoir une énergie qui globalement ne crée pas de déficit de compétitivité par rapport à d'autres zones, qu'elles soient chinoises, indiennes ou américaines. La question ensuite après du polysilicium, là c'est un autre très gros poste de dépense. Polysilicium vient principalement aujourd'hui, il est fabriqué. Alors il y a moins de tension, hein, il est fabriqué qu'à 75% en Chine, même si le 100% est absorbé aujourd'hui en Chine. Donc on travaille avec d'autres sources. Aujourd'hui, il y en a en Europe, Wacker, il y en a en Corée, OCI, Hemlock, aux États-Unis. Donc on va travailler avec une question quand même derrière qui est posée, qui est la question de la traçabilité. Vous savez qu'il y a du travail forcé, on parle de ça. Bon, la chaîne du polysilicium, c'est une des principales zone dark, enfin noire en tout cas, ou sur laquelle cette question se pose avec acuité. Donc nous, on y répond, on va y répondre. Après, on peut faire aussi venir des producteurs de polysilicium en France. C'est une question qu'aujourd'hui, évidemment, il est beaucoup trop tôt de traiter, mais qui est en suspens. Et vous savez qu'il y a en tout cas en France une grande tradition minière. Hein. C'est pour ça que nous, on a placé notre projet, enfin un peu blague, c'est ce qu'on a dit aux différents ministres concernés, uranium, silicium, même combat. Donc il faut absolument maîtriser ce truc, ça c'est placé, le poids est pris. Le verre, il n'y a pas vraiment d'enjeu, nous aimerions évidemment le fabriquer en France, ça permettrait de baisser l'intensité carbone. Le truc, c'est qu'il y a un truc absurde que seule l'Europe sait produire, c'est qu'il y a une taxation carbone aux frontières qu'on appelle le CBAM, qui multiplie par 2 le prix du verre. Selon voilà, on l'importe ou on le fabrique, donc on dit on va le fabriquer, oui, mais les produits finis, en particulier les panneaux solaires qui arrivent avec le verre encapsulé, ne sont pas taxés. Donc voilà, on a un différentiel d'à peu près 1 centime et demi. Donc voilà, donc nous on travaille sur cette question et aujourd'hui il y a un vrai sujet. Si on veut réinternaliser le verre, et on travaille avec des groupes comme FIV, hein, c'est d'ailleurs eux qui ont fait toutes les flottes de verre enfin en tout cas les productions de verre en Chine. Il faut régler cette question de la taxation aux frontières si on veut demain réinternaliser là-dessus, mais il n'y a pas véritablement d'enjeu. Le principal producteur de ce qu'on achète est en Malaisie. Voilà. Et puis le cadre aluminium, là aussi c'est pareil, hein. On a le CBAM, enfin le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui taxe l'aluminium que nous on achèterait, mais qui ne taxe pas l'aluminium qui sera intégré dans un panneau solaire dès lors qu'il est importé. Donc là, voilà, il y a tout. Voilà. Et puis après, dernier sujet, je vois la technologie, ça j'aurais aimé en parler, mais est-ce qu'on en parle là? La technologie mise en œuvre, elle n'est pas obsolète. C'est la technologie qui est obsolète, c'est celle aujourd'hui, c'est N-Type ou c'est PERC. Nous, on sera sur le TOPCon, c'est ce qui arrive, c'est ce qui est en train d'être installé. Je parlais tout à l'heure de la chance qu'on a, c'est le renouvellement de tout l'appareil productif chinois. Et puis demain, de toute façon, nous, on va s'appuyer sur une base et travailler grâce au lab et aux travaux importants qu'on fait avec l'IPVF, ISC Constance ou le CEA. Si on parlera déjà de la 4e génération, et là on va parler de tandem, de couche mince sur silicium, enfin voilà, donc on démarrera et voilà, donc on va s'arrêter sur l'avenir, voilà, c'est très bien comme mot de la fin, on va s'arrêter sur l'avenir.
On espère que vous avez aimé et vous avez été intéressé. Ça a l'air, vu le nombre de questions. On espère qu'on a répondu à la majorité. Je crois que oui. Merci. Infiniment. On a participé. Venez voir mercredi prochain la page projet. Venez investir. Et puis voilà, entre 10 € et 2,5 millions. Donc trouvez votre équilibre. Merci infiniment pour cette présentation. Merci Pierre-Emmanuel pour. Merci aux participants. Je suis toujours très bavard. Je vois que vous êtes restés nombreux. On me dit que c'est bien, bravo. Merci. Faites ce que vous avez à faire en votre âme et conscience. Mais nous serons là pour vous accueillir quoi qu'il arrive. 10 € ou 2,5 millions. C'est ça. C'était passionnant. Merci. Merci Eliud aussi. Et puis à très bientôt sur la plateforme. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne soirée.